rentrée universitaire avec un rythme effréné. C'est ce que m'ont dit vos responsables de formation de cette année à lecture. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, pour qu'elle soit un peu moins dure, avant de laisser la place à Jean-Marie Peretti, au professeur Peretti, je voulais vous présenter la nouvelle revue du groupe IGS. C'est une revue qui a pour vocation d'être classée d'ici 2 années, dont le rédacteur en chef est Jean-Marie, l'éditeur est notre ami Yael Le Tranchant, des éditions EMS. Pourquoi je tiens particulièrement à vous la présenter? Tout simplement parce que Question de Management va traiter des problématiques de management, et en particulier du management des ressources humaines. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, il y a un colloque à l'ESSEC sur le pilotage du changement. Tous les articles qui ont été retenus pour le colloque de demain sont dans cette revue. Vous avez la possibilité, en qualité d'étudiant d'IGS, pour ceux qui sont étudiants, ou d'amis d'IGS, de vous y abonner. Et vous aurez accès également à tous les articles sur Kern. Vous savez que nous sommes maintenant tous sur Kern, cette fabuleuse base de données francophones des meilleurs articles retenus dans les différentes revues. Donc, on vous fera passer un formulaire d'abonnement. Ceux qui sont intéressés, vous nous le rendez. D'accord? Je vous recommande vraiment de la lire, de l'acheter, pas par prosélytisme, mais vraiment parce que ça peut être un très bon outil d'aide dans vos études. Voilà. Jean-Marie, merci beaucoup de ta présence. Ça fait plaisir de vous voir ici. Actuellement, on se voit au Madagan, au Congo, ou sur le fleuve, au milieu des crocodiles. Là, les crocodiles sont différents, et je sais que les questions seront nombreuses. Président en règle, qui dirige le groupe, qui est cofondateur du groupe et qui dirige la recherche de ce groupe, va nous faire une petite introduction comme vient de l'être fait. Merci beaucoup. Écoutez, on est content, Jean-Marie, on est content que vous soyez là. Alors, Jean-Marie, c'est un peu complice, vous savez. On calculait tout à l'heure qu'il y a 48 ans qu'on se connaît et qu'on s'envoie dans des discussions de fond. Je me souviens qu'en 1964, notre groupe en termes de politique qui nous opposait, c'était de savoir s'il fallait dire la non-directivité ou le non-directivisme. On n'en est jamais sorti au bout de 48 ans. Mais vous voyez la hauteur des réflexions de Jean-Marie, déjà à l'époque. Alors, je suis heureux de l'accueillir parce qu'un thème comme l'engagement, la politique RH, la RSE, il va se régaler. Il va se régaler parce que s'il y a une notion d'engagement, elle est bien là, pour une raison simple, c'est qu'on est tous d'accord sur les grandes idées et que rien ne se fait. Il y a quelques temps, je faisais un séminaire auprès d'un club qui s'appelle le club Association pour le management, qui est un club qui réunit des chefs de PME, qui passent une journée ensemble, et le thème, c'était la RSE. Et ma foi, je n'avais pas été mauvais. J'étais content de moi, vous étiez content de moi aussi, on s'était bien aimé. Alors on avait parlé de développement durable, de commerce équitable, d'environnement, de responsabilité par rapport à la société. Et on était tous tombés d'accord sur le fait que, bah oui, si on n'arrivait pas à avoir un rôle dans la cité, à ce moment-là, il y aurait une rupture dans la cité, on était au bord de la guerre civile, si on n'avait pas un commerce équitable, il y avait un déséquilibre qui rendrait les flux migratoires ingérables. Enfin, on était d'accord sur tout, on était enthousiastes, on est parti déjeuner. Et pendant le déjeuner, tous les chefs d'entreprise qui étaient autour de moi se sont mis à parler de ce qui les préoccupait. Et je me souviens, c'était un 13 mars, ce qui les préoccupait tous, c'était l'échéance de l'URSSAF du 15, parce qu'il fallait sortir les pélos, la paye à faire à la fin du mois parce qu'il fallait sortir les pélos. Est-ce que je ne connaissais pas un banquier qui aurait pu les aider? Tout ce qu'on avait dit avec enthousiasme le matin était soigneusement mis entre parenthèses par des préoccupations peut-être un peu plus immédiates, qui nous a empêché l'après-midi de repartir et le soir rebelote. Ça me rappelle une image que je prenais du temps où je faisais des cours de stratégie, qui était l'image d'un chef d'entreprise dans la mission d'assécher un marais. Il arrive avec toute son équipe au centre du marais, et là il s'aperçoit qu'il est entouré de crocodiles, de caïmans et d'autres alligators. Il tue les alligators, les crocodiles pour être bouffés, quoi, tout simplement. Et à la fin de la journée, ils auraient fait une bonne journée, mais on ne s'est pas fait bouffer. Non, parce qu'ils n'ont pas commencé leur mission. Et j'ai parfois l'impression que quand on parle de la RSE, on en parle très bien, mais qu'après ça on revient et qu'on tue nos crocodiles à nouveau. Donc il y a quelque chose là qui va me passionner de ce qu'on va nous dire notre ami Jean-Marc, qui va nous passionner. Parce que s'engager dans la RSE quand on est chef d'entreprise,
Alors que le boulot d'un chef d'entreprise, c'est quoi? C'est d'équilibrer la dernière ligne de son compte de résultat et créer de la valeur ajoutée si possible. Hein. C'est déjà pas mal s'il y arrive. Mais Vladipa, maintenant, on va lui dire en plus, vous avez une responsabilité qui change l'horizon de temps complètement. Et c'est ce changement d'horizon de temps sur lequel je t'attends, Jean-Marie. De manière à ce qu'on dit, mais très bien, on est d'accord, mais comment on fait ça? Et comment la politique RH doit permettre de rendre ça possible? Alors ça, tu vas te l'expliquer très bien. Et je me regarde d'abord, ça, parce que je pense que ce sera du directivisme ou de la directivité, mais ça va être quelque chose. Et c'est pas évident du tout, parce que ce que nous avions parié à l'IGS quand j'étais en 75, c'était de réconcilier l'économique et le social. C'était relativement facile. On pouvait démontrer à n'importe quel chef d'entreprise qu'il ne pouvait pas y avoir de bonne politique économique s'il n'y avait pas de bonne politique sociale, parce que la cohésion du groupe, l'adhésion du groupe à une direction générale faisait le succès économique. Et qu'à l'inverse, il ne pouvait pas y avoir de bonne politique sociale s'il n'y avait pas de bonne politique économique, parce qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée à partager. Donc la réconciliation économique et sociale se faisait relativement facilement. La réconciliation économique et sociétale, dont dépend quand même la survie de nos enfants, petits-enfants, ou arrière-petits-enfants, ou même notre propre survie. Cette réconciliation-là, elle n'est pas si facilement que cela démontrable, et encore moins faisable à court terme. Parce qu'on est préoccupé, mais on ne gère pas la préoccupation. Je lisais dans le monde, il y a une quinzaine de jours, que la grosse discussion entre le Canada et les États-Unis actuellement, par rapport au réchauffement climatique, c'est pas de savoir comment on va faire pour lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est de se dire comment on va traiter la voie maritime du Nord-Ouest quand la banquise aura complètement foutu le camp, les navires pourront passer par la voie du Nord-Ouest. Est-ce que ça va être un détroit international? Est-ce que ça va être les eaux territoriales canadiennes? Alors ça, c'est important. Ça, c'est important parce que les défis économiques, tout de suite, on a renoncé tout de suite à l'aspect environnemental pour revenir à l'aspect économique à court terme. Ce passage de la vision à court terme dans lequel on est par contrainte, par nécessité, enfermé quand on est chef d'entreprise, arriver à la développer par une politique de ressources humaines qui permette non seulement d'être conscient de la RSE, et d'avoir les moyens pour la mettre en œuvre. Monsieur le professeur, ça va être un régal de vous écouter. Ben, merci d'être là et démarre-toi. Merci. Je suis vraiment très heureux d'être là, très inquiet après avoir été dit, car il a placé la barre très haute. Je suis probablement incapable de répondre finalement à ce qu'il a fixé comme objectif. Je vais simplement essayer de vous présenter ma vision de ce que peut être, au fond, l'évolution de la fonction RH, de la DRH classique à la DRH RS, autrement dit, au directeur des ressources humaines et de la responsabilité sociétale, autrement dit, celui qui fait en sorte que, effectivement, dans la pratique, nous ayons un certain nombre d'engagements qui soient pris et tenus, avec cette idée qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réciprocité, que seuls les engagements que l'entreprise prend, et prend dans tous les domaines qui sont ceux de la responsabilité sociétale, seuls ces engagements-là permettent d'obtenir l'engagement du salarié, que ceci repose probablement sur le fait qu'il y a un nouveau pacte social et que ce pacte social soit élargi à l'ensemble du champ sociétal. Donc, notre objectif, et je vais essayer d'aborder devant un aéropage tout à fait exceptionnel, où je retrouve, bonjour donc un certain nombre de mes collègues et amis, et donc ils sont bien plus que moi capables de traiter le sujet, mais je crois que je vais le présenter un peu rapidement, et puis on échangera. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'échanges possibles, beaucoup de débats, bien évidemment. Donc, au fond, nous sommes à une époque où on passe de l'ancien contrat social, celui de mon enfance, celui, au fond, de cette période où finalement il y avait un contrat moral très clair, on attendait de nous de la fidélité, et nous, en échange de cette fidélité, nous avions la sécurité de l'emploi. On attendait de nous des efforts, et si nous faisions des efforts pour développer nos talents, si on investissait dans la formation, si on suivait les cours le soir, si on suivait des cours, si on se formait,
eh bien, on avait un ascenseur social qui fonctionnait bien. On pouvait démarrer, quel que soit le niveau, et arriver à des niveaux élevés. Et là, il y avait donc ce contrat. Inutile de dire que le contrat moral, le contrat psychologique, ce contrat qui caractérisait donc les années de nos enfances et jusqu'à une date encore récente, aujourd'hui, n'est plus valable, et qu'il faut donc, si on veut que les salariés s'engagent, comme on s'engageait à l'époque de la croissance glorieuse, avant la crise, avant les crises, eh bien il faut probablement redéfinir le pacte social, le contrat social, et que cet contrat social repose sur des engagements, qui sont à la fois des engagements crédibles, et surtout sur un concept de réciprocité. Autrement dit, il faut arriver à définir un pacte social qui réponde bien à ce que sont finalement les attentes de tous les clients de la fonction RH. La fonction RH a des clients, ces clients ont des attentes, et c'est en répondant à ces attentes que l'on peut obtenir l'engagement. Et bien évidemment, les attentes de nos clients sont des clients multiples. Autrefois, on s'intéressait beaucoup, les DRH, à ce qu'attendaient les directions. Je suis là pour mettre en œuvre ce que le directeur, la direction me dit. D'autres DRH, c'était plutôt les salariés. J'étais plutôt défenseur des salariés. Aujourd'hui, on découvre l'importance des managers, l'importance des représentants des salariés, que, au fond, tous les clients internes sont importants, mais surtout que le client externe, lui aussi, doit permettre, il faut le prendre en compte, et puis, bien évidemment, aujourd'hui, le fait que toutes les parties prenantes, toute une série de parties prenantes externes, autres que les clients internes et les clients externes, sont parties prenantes et sont amenées à avoir des attentes par rapport à ce que la fonction RH met en œuvre, ce que l'entreprise met en œuvre pour pouvoir répondre. Donc, nous sommes confrontés aux besoins d'une fonction RH qui innove, qui s'engage dans la RS. D'où ce champ élargi. Aujourd'hui, il me semble que le DRH ne peut pas ne pas devenir un DRH RS, sociétal, ou bien un DRH DD. C'est Cathy Kopp, la première, lorsqu'elle était DRH du groupe Accor, et qu'il y avait eu un changement de président, et que le nouveau président lui disait il faut absolument que vous restiez. Et ok, mais je ne veux pas rester comme vice-président RH, je veux RH DD. Parce que c'est en étant DRH DD que je peux effectivement répondre convenablement aux attentes de l'ensemble des parties prenantes et avoir joué un rôle réel au niveau de la responsabilité sociétale du groupe Accor. On a eu plus récemment, lorsque Vinci a recruté le DRH Danone, lui aussi a dit moi je veux bien, mais je veux être DRH DD, et je veux que mon champ recouvre toute la responsabilité sociétale, tout le développement durable. Je veux que, au-delà de mes domaines d'action traditionnels, que l'on ait deux autres domaines qui se développent, qu'au-delà de l'innovation et des engagements sociaux, je puisse développer l'innovation et des engagements dans le domaine sociétal, des innovations et engagements sociétaux, et des innovations et engagements environnementaux. Et aujourd'hui, c'est bien le fait que la DRH soit capable de prendre en charge toutes ces innovations et ces engagements qui permet d'obtenir, au fond, la réciprocité face à une organisation qui s'engage dans les trois domaines. Eh bien, on peut espérer une adhésion des salariés, une adhésion qui se transforme en engagement, avec, je dirais, les différentes dimensions de l'engagement que l'entreprise recherche. Vous savez, l'entreprise recherche à la fois ce qu'on appellera l'implication calculée, que les gens restent, qu'ils restent parce qu'ailleurs ce n'est pas mieux. Et puis l'implication normative, je m'implique, je travaille, je m'engage parce que l'entreprise me paye, c'est normal de le faire. Au-delà, ce que recherchent les organisations aujourd'hui, c'est bien l'engagement affectif, l'engagement qui va permettre finalement de reposer sur la création d'un lien. Ce lien qui s'est un petit peu dilué entre l'entreprise, qui s'est même cassé entre l'entreprise et les salariés au fil des restructurations, au fil d'un certain nombre de déséquilibres, et qui redevient quelque chose d'extrêmement important. Donc, on attend aujourd'hui de la fonction RH qu'elle joue son rôle dans les trois domaines qui composent la RS, la responsabilité sociétale,
bien sûr dans le domaine social, qu'elle innove. Lorsqu'on interroge les patrons sur leurs attentes à l'égard de leur DRH, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est le profil important? C'est des gens qui innovent. J'attends des idées, j'attends des gens qui aient des idées et qui soient capables de s'engager sur ces idées. Pour ceux d'entre vous qui êtes en train de vous professionnaliser, qui a fait le bon choix de la fonction RH et qui êtes dans cette maison pour préparer un avenir radieux, sachez qu'on attend beaucoup de vous en termes de capacité d'innovation dans tous les domaines RH, dans le domaine social. Des innovations qui apportent un bénéfice mesurable pour les salariés d'entreprise. Ah, les entreprises veulent que les DRH sachent calculer, que vous aimiez à la fois les hommes et les chiffres. Si vous n'aimez que les hommes, l'entreprise se méfiera de vous. Si vous aimez aussi les chiffres, alors là, effectivement, vous serez crédible au niveau de vos partenaires du comité, du CODIR ou du COMEX. Des innovations, aujourd'hui, qui répondent à ce besoin de bien-être, de mieux vivre. Il est clair que parmi les attentes des jeunes générations, d'une part, et d'autre part, c'est les attentes des yo-yo, génération Y, celle qui a toujours quelque chose qui est accroché aux oreilles, et puis la génération des yéyés, la mienne, c'est aussi d'ailleurs, c'est la génération qui cassait des sièges à l'Olympia parce que Johnny mettait le feu à la salle. Il y aura d'ailleurs pendant le cocktail un guitariste qui viendra jouer aussi, mais j'espère que Yéyé ne sera pas trop Yéyé. Et donc, ce problème d'avoir à la fois veillé au bien-être, au mieux-vivre des yéyés et des yo-yo, arrivait donc à résoudre finalement cela. Comme le besoin de bien-être et l'attente est forte, comment le mettre en œuvre? Comment innover également pour répondre aux attentes nouvelles des salariés, multiples? Aujourd'hui, le salarié qui ne vit pas avec ses réseaux, le salarié auquel il n'en faut pas d'entreprise d'être en réseau avec ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux numériques entreprises, les RSNE. Les entreprises sont bel et bien amenées à multiplier les RSNE et à multiplier également les animateurs de RSNE, ces réseaux sociaux numériques d'entreprise qui, au fond, semblent être perçus comme indispensables par les Y, les Z, les X et même les baby boomers. Nous sommes de plus en plus amenés à aimer vivre avec ces réseaux. Et tout ça, comme le rappelait finalement cette volonté de la création de l'UGS, tout ça avec la prise en compte à la fois des performances sociales et économiques, cette volonté de poursuivre simultanément ces deux objectifs, de faire en sorte que la performance sociale crée de la performance économique et que la performance économique crée de la performance sociale. Donc, ce champ d'innovation, ce champ important qui conduit à des engagements. Les engagements les plus classiques, c'est bien évidemment le respect des NIC, les normes internationales du comportement, être capable de respecter tout ce que, depuis bientôt un siècle, l'OIT et le BIT ont défini de façon tripartite comme le travail décent, offrir un travail décent. Bon, bien sûr, il faut s'interroger, mais qu'est-ce que le travail décent aujourd'hui à Paris? Est-ce que c'est la même chose que le travail décent chez nos sous-traitants au Maroc ou nos prestataires ailleurs dans le monde? Mais offrir un travail décent et peut-être aujourd'hui être conscient qu'il faut non seulement que le travail soit décent, mais aller plus loin et préciser au fond la notion de bien-être décent. Ce bien-être qui convient, ce bien-être en dessous duquel on ne peut pas remplir convenablement sa responsabilité à l'égard de ses salariés, à l'égard de ses partenaires. Or tout ça, ça passe par des formules. Il y a des entreprises qui veulent être top employeurs. Et chaque année, nous décernons le label top employeur à celles qui remplissent un certain nombre de critères. Je devient un peu plus exigeant. La barre monte parce qu'au fond, on attend d'un top employeur qu'il mette en œuvre dans tous les domaines de sa responsabilité sociale. Et on verra que c'est un label qui déborde sur les autres aspects, les autres dimensions, un certain nombre de pratiques qui constituent cette grappe de bonnes pratiques
en dessous desquels on n'a pas finalement ce minimum de travail décent, ce minimum de bien-être décent. Devenir, parmi les chantiers de la fonction RH qui répondent aux engagements à ce domaine, c'est devenir une fabrique de talents. Aujourd'hui, il faut que l'entreprise soit une fabrique de talents. Il soit capable de développer les talents. Vous savez ce que c'est les talents? Si tu as un don, tu travailles. Don ou travail? Mon cher Luc, c'est du don ou du travail? Le talent. Et alors, Luc va répondre, c'est bien évidemment les deux. Et alors, ma question suivante, c'est quelle proportion? C'est davantage du don ou davantage du travail? Il va me répondre avec son expérience, à la fois d'entreprise et de chercheur, que c'est 99% de travail et 1% de don. 95-5, 90-10. Autrement dit que le développement des talents, c'est d'abord du travail. Mais comment faire pour que, dans une entreprise, les salariés fournissent les efforts qu'il faut pour devenir talentueux? Tous talentueux, c'est un beau mot d'ordre, très beau titre, mais tous talentueux, ça veut dire qu'on soit capable de convaincre chacun des salariés que faire les efforts qu'il faut pour développer ses talents, pour être talentueux, sera payé de retour. Qu'il y aura une réelle réciprocité, autrement dit que l'entreprise reconnaîtra et saura prendre en compte tout ce qui a été investi dans le développement des talents. Aujourd'hui, il faut, lorsqu'on est DRH, il faut mettre en place ce qui est une véritable fabrique de talents. Et cette fabrique de talents, elle doit pouvoir répondre à la fois aux besoins de développement des talents des salariés, mais surtout stimuler leur envie de faire les efforts pour. Et les talents, il faut pouvoir ensuite, bien évidemment, faire en sorte qu'ils soient reconnus dans l'entreprise ou à l'extérieur. La fabrique des talents a un champ, un horizon plus large. Devenir ce qu'on appelle parfois une place to work, autrement dit, une de ces entreprises où il fait bon travailler, une de ces être un employeur de référence, être tout cela. Aujourd'hui, dans le domaine social, l'entreprise doit pouvoir s'engager à fournir finalement cela. En ce qui amène à développer des chantiers, très concrètement, il faut concrètement, qu'est-ce que ça veut dire traduire cela? Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est par exemple l'apparition dans les organigrammes de la fonction RH de M. Best, Madame Best. Best, ce qui veut dire bien-être et santé au travail. C'est une mission. On voit dans des grands groupes apparaître une direction de la santé, une émission Best, une direction Best, ou plus traditionnellement le MSS-BET, ce qui veut dire, vous en doutez bien, le management de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail. Tout à l'heure, je vous disais, pour réussir dans la fonction RH, il faut aimer les hommes, aimer les chiffres, il faut également aimer les cibles. Les cibles, nous en faisons une consommation assez forte, bien sûr. Donc, un des chantiers aujourd'hui importants, c'est bien sûr ce chantier du bien-être, qui répond à cette responsabilité que l'on a dans le domaine, finalement, au fond, de l'intégrité des personnes. La prospective métier, les observatoires. Si on veut garantir l'employabilité des personnes, il faut avoir une vision très nette des métiers en tension, des métiers émergents, des métiers en déclin, des métiers sensibles. Il faut être capable de maîtriser bien tout cela et donc mettre en place des observatoires, multiplier les outils permettant de faire de la prospective, mais là, comment ne pas saluer le créateur de la prospective des métiers en France, enfin en France, dans le monde, le professeur Luc Boyer, qui a mis en place dans toute une série de domaines des observatoires des métiers, et notamment qui a mis en place la prospective métier RH, qui guide encore ceux qui veulent préparer le RH de demain. Le développement des talents, là aussi on va fleurir dans les organigrammes directeur des talents, directeur de développement des talents, la DDT, et puis les systèmes de reconnaissance. On découvre aujourd'hui, surtout à un moment où en matière de rémunération on est un peu peindre, que la rétribution que l'on reçoit dans une entreprise, ce n'est pas que la rémunération, c'est aussi la reconnaissance. Et qu'on a perdu dans beaucoup d'entreprises, finalement, de vue l'importance que les salariés attachent à la reconnaissance. Récemment, je lisais une interview d'un de nos grands penseurs qui disait au fond, dire bonjour en France n'est plus quelque chose de automatique dans les entreprises.
il y a des managers, des cadres, des collègues qui oublient de dire bonjour. Ils n'ont pas le temps, bien sûr. À force de faire du reporting, on n'a plus trop le temps de s'intéresser aux personnes. Et ce manque de reconnaissance basique, cette absence du bonjour, est déjà donc crucial. D'où l'importance de repenser cette de reconnaissance. Que reconnaître, qui reconnaître, comment reconnaître, mettre en place cela. Car si on veut que les gens s'engagent, il faut qu'ils aient une garantie que tout sera reconnu, que leur engagement sera reconnu, que leur action sera reconnue, et au fond, que leur contribution dans toutes ces dimensions sera reconnue. Et puis il y a bien sûr également le problème de la diversité. Ah, beau chantier, la diversité. Chantier majeur. Si je ne m'engage pas dans la diversité, si je ne m'engage pas, si je ne signe pas des chartes dans ce domaine, si je ne mets pas en œuvre des politiques pour chacun et chacune des catégories de diversité, la diversité des âges, du genre, l'handicap ou toute autre source de diversité, eh bien, je ne suis pas à la hauteur des engagements qu'on attend de moi. Et bien sûr, le thème du changement. La fonction RH, parmi les chantiers sur lesquels on souhaite qu'elle s'investisse, c'est le changement. C'est que des recherches ont montré que lorsque l'on lançait des projets de changement et que finalement on prévoyait d'investir 100 pour obtenir 200, que ce soit dans des nouveaux logiciels, dans des déménagements, dans des réorganisations, des restructurations de la mobilité, eh bien, la moitié des projets rapportaient moins de 100. Autrement dit, avaient coûté plus qu'ils ne rapportaient. Et que parmi les 50 dossiers qui dépassaient leur coût, il n'y avait pas plus de 10% qui permettaient d'atteindre les objectifs fixés. Autrement dit que le changement, pour l'instant, a une rentabilité inférieure aux objectifs que l'on se fixe. Alors ça, ce sont des recherches menées aux États-Unis. En France, il n'y en a pas eu, je dirais, aussi systématique, mais clairement, je ne pense pas qu'on arrive à avoir davantage aux États-Unis en termes de rentabilité du changement. Et tout ça parce que, tout simplement, les chantiers RH, les RH ont été parfois un peu exclus du changement. On a beaucoup externalisé le changement, confié à des cabinets externes, le soin de le mener à bien. Et les cabinets externes ont surtout travaillé sur l'argumentaire, comment vendre le changement à la direction. Or, le vrai argumentaire fondamental, c'est comment vendre le changement à chacun et chacune des salariés, des personnes qui sont concernées. Et la carence en matière d'argumentaire interne est un des éléments qui ont conduit à beaucoup d'échecs en matière de changement. Le deuxième domaine de la RSE, bien évidemment, c'est le domaine sociétal. On dirait que tout ce qui est social, au fond, le RH est bien armé. Est-ce que le RH est également capable d'être un innovateur et de s'engager dans le domaine sociétal? C'est donc, lorsqu'on parle d'innovation sociétale, c'est tout ce qui se situe dans le champ de l'engagement sociétal des entreprises. C'est une des composantes de la RSE, l'engagement social, l'engagement environnemental. Et c'est un champ qui s'élargit de façon permanente au fur et à mesure que des parties prenantes émettent des souhaits, des exigences. Dans une logique de respect social, bien évidemment, on est amené à s'ouvrir dans le monde et à rechercher, à contribuer à un certain nombre de points, contribuer à l'équité sociale, accéder de tous aux biens essentiels, au développement des territoires où il est implanté. Lorsque une entreprise comme Essilor, c'était Thierry Fontanier qui le raconte fort bien dans l'ouvrage qu'il a écrit, lorsqu'il a découvert qu'en Inde, il y avait plein de personnes qui, parce qu'elles pouvaient, leur vue ayant diminué, ne pouvaient plus travailler, et que dans certains villages en Inde, on louait à la demi-heure des lunettes. C'est-à-dire que le couturier louait pour quelques centimes les lunettes pour une demi-heure pour travailler pendant une demi-heure. Eh bien, il a considéré qu'il appartenait à Essilor de trouver le moyen de fournir pour quelques dollars des lunettes, peut-être pas les plus sophistiquées qu'ils soient, mais qui permettent aux gens un peu âgés, je voulais dire là-bas à 40-50 ans, au moment où leur vue décline, de continuer à faire un travail dans leur village, etc., convenable.
L'accès de tous aux biens ou toujours en Inde, lorsque Danone lance des yaourts adaptés à la bourse de chacun. Ce développement des territoires, cet accès à tous aux biens, cette équité sociale, qui deviennent des domaines où il est essentiel de s'engager. Alors là, peut-être faut-il faire une différence. Est-ce que l'engagement sociétal, c'est l'engagement citoyen? Est-ce que l'entreprise sociétale, c'est l'entreprise citoyenne? Alors on peut, bien évidemment, considérer comme tel. Dans un cas comme ainsi, on met dans sociétal et citoyen la même chose, autrement dit, toutes les actions solidaires, car aujourd'hui, l'engagement des entreprises, des salariés dans des projets solidaires, pas simplement dans l'économie sociale et solidaire, mais au niveau de l'entreprise capitaliste, de l'entreprise qui a le profit, développer des projets solidaires, citoyens, impliquant les salariés du groupe. Développer ça. Par exemple, s'investir dans la réinsertion du public de jeunes en difficulté. Aujourd'hui, certaines entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, financent des journées citoyennes pour que des cadres aillent en prison, entendons-nous, aillent passer une journée pour faire passer des entretiens à des jeunes délinquants. Vous avez une idée de la pyramide des âges dans les prisons parisiennes? Pour écraser. Beaucoup de jeunes entre 18 et 25. Avec un objectif, bien évidemment, sociétal fort. Comment éviter qu'il puisse y avoir un taux de récidive très élevé, alors que c'est un âge où on peut encore ne pas s'habituer à la prison. Et donc, des cadres d'entreprise qui vont pour aider à préparer le CE, mais surtout aider des jeunes donc, à travailler sur leur insertion. Et qui ensuite vont peut-être arriver à les aider à trouver des points de chute. Les aider à faire leur projet, au fond, fonctionner comme un cabinet de réorientation, un cabinet d'accompagnement pour le faire. Il y a ici, je dirais, toute une série d'actions qui répondent à cet objectif sociétal, une série de chantiers dans ce domaine, très divers. Lorsque l'on dépouille les rapports RSE, demain ils seront remplacés par d'autres types de rapports. Aujourd'hui, ces rapports RSE, c'est souvent des rapports où il y a un inventaire de mesures, un inventaire très large. On découvre qu'il y a beaucoup d'initiatives sociétales, beaucoup de bonnes pratiques, qu'au fond, il y a de vraies innovations sociétales qui font que, au fond, la RSE, on la met en œuvre. On se dégage un moment du problème de la paie du mois pour investir dans, au fond, la durée. Et donc, bien sûr, dans les rapports, on imbrique beaucoup social, sociétal, environnemental, mais en termes d'innovation, c'est probablement un des champs aujourd'hui où la jeune génération des DRH aura un rôle important à jouer, tout simplement parce que l'engagement dans ce domaine est un des clés de l'engagement ensuite de chaque salarié. Il y a une forte contingence d'engagements sociétaux, c'est bien sûr la diversité des parties prenantes, dans le temps, dans l'espace, la diversité des organisations. Il faut là aussi que les engagements soient en ligne assez directe avec ce qu'est le métier d'entreprise, qui sont inscrits une cohérence. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'exigences qui montent avec les entreprises sur le fait qu'elles s'engagent ou pas dans tous ces domaines, au fond, sociétaux. Parmi les chantiers que la fonction RH est amenée à prendre en compte, en charge, il y a notamment le chantier des achats, les achats responsables. Comment, lorsque l'entreprise achète, contribue-t-elle ou non à, finalement, à ce que l'entreprise assume ses responsabilités à l'égard de la société? Autrement dit, est-ce qu'on achète au moins 10 ans ou au mieux 10 ans? Est-ce qu'on intègre des critères dans le choix de ses prestataires, des critères autres que simplement le critère économique? Sachant que finalement, on peut parfois non seulement confier les deux, mais tirer. Est-ce que, donc, ces achats responsables, est-ce qu'aujourd'hui les acheteurs, qui sont des gens, vous le savez, très durs, des gens qui ne cherchent qu'à, au fond, mettre sur la paille le mal des vendeurs, ces acheteurs intégreront-ils les critères responsables? Oui, bien évidemment, incontournable. C'est un des chantiers RH que d'arriver à intégrer dans la politique d'achat cette notion d'achat responsable. C'est aussi à travers les actions qu'on développe auprès des populations défavorisées.
Le RH il doit veiller à ce que l'entreprise, à travers ses salariés, les moyens dont elle dispose, prenne en charge finalement le développement, l'amélioration, l'avenir de la population défavorisée. On ne peut pas faire des profits durablement dans un contexte social dégradé. On ne peut pas exclure, laisser de côté les JSQ, les GFCS, vous avez les chiffres, les sigles, les jeunes sans qualification, les jeunes à faible capital scolaire, etc. Et vouloir ensuite pouvoir durablement faire des profits. D'où le développement dans beaucoup de chantiers RH de journées citoyennes. Des journées que les salariés consacrent à des activités sociétales, citoyennes, des journées offertes par l'entreprise qui acceptent 2, 3, 4 jours par an et qui, bien évidemment, veillent à ce que ces journées soient des journées consacrées à des actions qui soient réellement à forte efficacité sociétale. Veiller à encourager à la fois les engagements sociétaux individuels, les engagements sociétaux collectifs. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les entretiens annuels d'appréciation dans beaucoup d'entreprises, on a rajouté une question concernant les engagements des salariés au niveau sociétal. Et c'est partie des éléments que l'on prend en compte également en matière de rémunération. Le salarié qui, au-delà de sa contribution à l'entreprise, a également contribué à ce que l'entreprise ait une contribution plus large au niveau de la société. Contribution donc individuelle, contribution collective, favoriser les initiatives où se mobilise un service, se mobilise un certain nombre de personnes pour assumer une action citoyenne. Et là, dans ce domaine, la liste des initiatives est très forte, très nombreuse. Chaque entreprise ou chaque salarié de l'entreprise propose des actions. Ce sont des actions toujours, je dirais, à forte utilité sociale et sociétale. Un des points clés également au niveau des engagements sociétaux, c'est bien évidemment la contribution au développement territorial. On ne parle plus aujourd'hui de GPEC, on parle de GPTEC, gestion prévisionnelle territoriale, emploi et compétences, tout simplement parce que cette dimension territoriale est fondamentale et que toute entreprise est amenée à contribuer au développement territorial, à développer au développement là où elle est installée. Et ce travail rentre bien évidemment dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la contribution au développement sociétal. On voit apparaître cette notion de gouvernance territoriale, comment finalement veiller à jouer son rôle en matière donc, de gouvernance territoriale, comment mettre en œuvre la responsabilité territoriale de l'entreprise, qui est une des composantes, c'est clair, de la responsabilité sociale, la RSE. Comment l'entreprise contribue-t-elle au développement de ce qu'on appelle l'intelligence territoriale? Vous savez qu'on dit des territoires qui doivent être intelligents. Intelligents, c'est-à-dire avoir un certain nombre d'indicateurs d'intelligence, le nombre de chercheurs, le nombre de cadres, la disposition d'un certain nombre d'outils, etc. Lorsque dans certains territoires, une entreprise facilite la mise à disposition de la population d'équipements très perfectionnés en matière, par exemple, de communication, eh bien, elle développe l'intelligence territoriale. Les groupements d'employeurs, les relations entreprises parties prenantes locales, bref, tout cela, ça correspond à des chantiers. Il y a des chantiers aujourd'hui importants. Également à travers le financement responsable. Le sociétal aujourd'hui, c'est très largement la façon dont l'entreprise contribue à travers au financement responsable, avec beaucoup de questions de recherche, côté employeur, côté emprunteur et côté investisseur. Comment l'entreprise favorise ou non, à travers un certain nombre de ses programmes, le financement sans intérêt d'actions sociétales ou de développement. Comment finalement l'entreprise oriente une partie de son épargne. Un des grands débats aujourd'hui autour de l'épargne salariale, un des grands débats, c'est le, comment dit-on, le forfait social, passé de 8 à 20, un peu brutalement.
qui risque bien évidemment de réduire beaucoup l'intéressement, l'abondement l'année prochaine. Mais c'est aussi comment orienter davantage l'épargne salariale vers l'investissement vertueux, vers développer l'investissement socialement responsable, avoir des investissements qui soient socialement responsables sur des critères éthiques, des investissements sociétalement responsables avec, en prenant en compte convenablement les impacts sociétaux. Troisième dimension de la responsabilité sociale, de la RSE, de la responsabilité sociétale, de la RS, c'est bien sûr l'innovation et les engagements environnementaux. Et là, c'est aussi un champ que la fonction RH a longtemps négligé. L'empreinte carbone, ce n'est pas un indicateur de la fonction RH. Faux. S'il y a une fonction qui est directement concernée par l'empreinte carbone, ben c'est bien la fonction RH. Vous n'avez pas remarqué, j'avais une vision un petit peu extensive de la fonction RH. Tendance à vouloir inclure dans le périmètre, mais je crois que comme toutes les fonctions, elle ne peut se renforcer, elle ne peut jouer pleinement son rôle qu'en élargissant en permanence son périmètre. Si elle peut subsister, c'est même essentiel. Des innovations qui prennent en compte l'impact environnemental des actions d'entreprise, des innovations qui améliorent l'impact et qui en même temps créent un développement durable. Et là, bien évidemment, les innovations sont très nombreuses, très diverses. Beaucoup de chantiers en matière environnementale au sein de la fonction RH. Bien sûr, les entreprises maintenant sont dotées d'un plan de développement d'entreprise, de déplacement. Comment veiller à ce que les déplacements soient les plus écolos possibles? Alors, les entreprises qui ont revu leur flotte en n'achetant plus que des véhicules à bonus, supprimer tout ce qui pourrait avoir un malus, pas pour des raisons financières, des raisons de propreté. Et puis, alors, sur Paris en tout cas, se développe beaucoup le remplacement de la voiture de fonction par le vélo de fonction. Et là, alors, éventuellement le vélo électrique, parce qu'il y a des côtes à Paris, mais là, soyons clairs, je pense que le vélo de fonction, on va remplacer le vélo, pas la moto. Ça va pas être facile encore, Jean-Marie. Oui, c'est pour ça que je disais bien à Paris. C'est bien à Paris. Encore, il faut attendre que les moteurs électriques des vélos électriques soient un peu plus puissants, puisque nous avons à la fois beaucoup de montées, même à Corté. Donc, le plan de déplacement d'entreprise, la disparition, enfin le choix toujours des moyens de locomotion les moins créateurs d'empreinte carbone. Et là, c'est intéressant parce que les entreprises qui mettent en place des plans de développement d'entreprise arrivent à avoir un effet important tout en améliorant en même temps la qualité de vie des salariés. Le covoiturage. Lorsqu'on fait des enquêtes sur le covoiturage en entreprise, on s'aperçoit que bien sûr le covoiturage c'est bon pour l'empreinte carbone, mais le covoiturage c'est bon également pour, au fond, la cohésion interne. Que généralement, à travers le covoiturage, réunit dans la voiture des gens qui ne sont pas forcément du même service, qui ne se connaissent pas. Alors évidemment, ça peut faire fonctionner des réseaux différents, ça peut aussi conduire à la propagation plus rapide de rumeurs que souhaitable, mais c'est quand même utile, le covoiturage en termes de développement du sentiment d'appartenance, le développement des visioconférences, bref, tout ce qui va jouer un rôle aujourd'hui pour que les déplacements... Et on s'aperçoit que lorsqu'on met en place un plan de développement, un plan de déplacement entreprise, d'un côté, ça permet d'améliorer l'empreinte carbone, et en même temps, ça a des effets également sur la qualité, sur la productivité, sur le bien-être des salariés. Comme vous savez, le vélo, c'est meilleur que la voiture pour la santé. Au moins, c'est ce que je dis. Je ne suis pas forcément un exemple dans ce domaine, mais c'est important. Il y a également, bien sûr, la formation aux éco-gestes. Au fond, au comportement vertueux. Et là, si on veut réduire l'empreinte carbone, c'est l'affaire de chacun d'entreprise. Il y a des entreprises, c'est effrayant, vous promenez dedans, vous apercevez que les gens n'éteignent pas les lumières, qu'il y a du chauffage, des fenêtres ouvertes, que la climatisation tourne à fond dans des pièces désertes, etc., etc. On est parfois effrayé par cette espèce de sentiment que l'on peut avoir que pour un certain nombre de salariés, l'électricité c'est gratuit.
un fluide gratuit. N'oubliez pas, mais indépendamment de l'économie réalisée, il y a tout, je dirais, cette responsabilité. Ce sont mes gestes quotidiens qui font ou non que la planète survivra. Comment dire? Les plans zéro papier. La fonction RH est exemplaire. Moi, je connais une époque où il y avait dans la fonction RH, par exemple, vous vouliez faire une demande de congé, vous remplissiez un formulaire papier que vous donniez à votre chef, qui vous regardait, qui signait, et puis après, il y avait dans la fonction RH des petites mains qui saisissaient les formulaires papier. Et puis une époque où il y avait des bulletins de paye papier. Et puis maintenant, ils sont, depuis quelques jours, enfin quelques semaines, quelques mois, d'une façon très progressive. Bref, le zéro papier, la fonction RH doit être exemplaire, mais elle doit surtout veiller à ce que toutes les autres fonctions le soient. La fonction RH elle doit imposer des règles strictes concernant les imprimantes. Maintenant, la tendance dans les entreprises, c'est à ne plus mettre qu'une imprimante par étage. L'époque, il y a des imprimantes dans chaque bureau, tant pis pour les fabricants d'imprimantes. On s'est aperçu qu'en termes d'empreinte carbone, c'est pas bon. Alors, on éloigne les imprimantes. Si la personne qui doit se déplacer jusqu'à l'autre bout de l'étage pour faire sa copie, elle va peut-être se demander si c'est vraiment utile. Et lorsqu'on réduit le nombre d'imprimantes, on réduit proportionnellement la consommation de papier. Alors c'est la DRH qui joue un rôle important dans toutes ces initiatives, pas toujours populaires, mais ô combien efficaces. Le zéro papier. Ça veut dire aussi interdire que lors des réunions, on distribue du papier aux personnes. Le pire de tout, c'était les gens qui faisaient des PowerPoint, comme ça, avec juste 2-3 lignes par page, et qui imprimaient ça en 50 exemplaires pour que tout le monde ait ça, les 50 pages. Effrayant. Le coût carbone du PowerPoint devient excessif. Et donc, mettre en place des comportements vertueux à tous les niveaux. Des actions sur les terrains, donc faire en sorte que se multiplient des actions de terrain, à la fois pédagogiques et qui vont permettre d'améliorer l'environnement. Aller replanter des fleurs, installer des ruches sur les toits. Il paraît que c'est très... Est-ce que il y a une ruche là-haut? Parce qu'en plus, avec le ponceau pour aller cultiver. Est-ce qu'il y a ou non? Est-ce qu'on a installé des ruches? Il paraît qu'il commence à y avoir à Paris des ruches, de plus en plus de ruches, et qu'il y a des entreprises qui font leur miel et qui offrent leur miel. Ça développe. Bien sûr, les achats verts. Intégrer la dimension verte dans les achats. Ce qui veut dire, bien sûr, dans certains cas, c'est simplement on va acheter du papier recyclé. Et on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Sauf que le papier recyclé, lorsque vous imprimez des choses dessus, ça consomme beaucoup plus d'encre. Et ensuite, pour les, comment dirais-je, pour les remettre, pour les recycler ensuite, ça consomme encore plus d'énergie. Et c'est là où on s'aperçoit d'ailleurs qu'en matière verte, on est encore au balbutiement du point de vue recherche et qu'on a des initiatives qui sont bien sur papier, un peu, alors à un niveau différent, paraît-il, les biocarburants, c'est ça, dont, in fine, le bilan écologique serait plutôt négatif par rapport à tous les espoirs qui ont pu être sur le fait de transformer le soja en essence. Les achats verts, intégrer en permanence des critères à tous les niveaux, la gestion des déchets, et puis bien sûr les actions citoyennes orientées à l'environnement. Je pense que dans chacune des entreprises que vous connaissez, il y a au moins un samedi par an où on va nettoyer une plage, nettoyer une forêt, faire des actions de nettoyage. Non? C'est uniquement dans le sud, on fait ça, nettoyer les plages, nettoyer les lacs, etc., ramener. Ouais. Où il y a. Alors ces actions-là, je vois que ça va vous souriez, mais elles ont un impact important pour la qualité de l'environnement. Elles ont également un impact important en termes d'engagement des salariés. C'est sur la base du volontariat. Il y a toujours un certain nombre de salariés qui sont prêts à aller passer une journée pour nettoyer une plage, nettoyer une forêt, un bois ou autre. Et généralement,
on s'aperçoit que ça a des retombées importantes en termes de travail, en termes de coopération, en termes de comportement coopératif. Bref, tout ça. Aujourd'hui, un des chantiers des DRH, c'est comment intégrer les critères verts dans l'évaluation des salariés, comment intégrer dans la grille de l'entretien annuel d'appréciation l'aspect vert, et ça se fait, on les trouve. Comment l'intégrer dans la rémunération. Alors c'est classique maintenant pour le bonus des dirigeants, il y a une part liée à des critères verts, et puis on a développé depuis 2-3 ans, on commence à avoir parlé dans les accords d'intéressement, des critères verts. Autrement dit, on a un intéressement que si on a atteint certains objectifs en termes de réduction de ce qui est le plus mesurable. Parfois, il s'agit de l'empreinte carbone. Donc tout ça sont des chantiers qui sont des chantiers importants qui vont permettre, au fond, de construire ce nouveau pacte social. Ce sont, il souhaitait que je sois assez concret, c'est-à-dire que au-delà du discours sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, l'important, c'est de s'engager sur des actions concrètes, faire en sorte que dans l'organisation, on se mobilise, on mobilise sur la base du volontariat avec des systèmes d'incitation forts, qu'on mobilise chacun à la fois dans le domaine sociétal, environnemental et social, que c'est ainsi que l'on crée finalement un nouveau pacte social. Des engagements crédibles de l'entreprise dans les domaines fondamentaux de la RSE, des engagements chiffrés, des engagements, un calendrier, des objectifs de suivi, des indicateurs pertinents. Et dès lors que l'entreprise choisit de proposer ce qu'on appelle parfois le nouveau contrat social, et plus généralement un nouveau pacte social, que ce nouveau pacte social, loin d'être un catalogue de vœux pieux, est un inventaire d'engagement chiffré, avec calendrier, avec indicateur de suivi, avec le fait de rendre compte, eh bien, on s'aperçoit que la réponse de la part des salariés, la réciprocité, c'est qu'en échange de ces engagements de l'entreprise, on observe une adhésion des salariés, une meilleure prise en compte des valeurs de l'entreprise, un engagement plus fort, et donc qu'on obtient ainsi une performance sociétale et économique simultanément bonne. Voilà donc, au fond, la grande question que tout DRH aujourd'hui est amené à se poser. Quel est le pacte social que je vais proposer? Quels sont les engagements réciproques que nous allons prendre? Et si on arrive à fonder sur ces engagements réciproques, incluant toutes les dimensions de la RSE, eh bien, on obtiendra cet engagement maximal de chacun. Voilà pour lancer le débat. On va demander de ne pas être trop long de façon à pouvoir échanger avec vous. Je crois que j'ai débordé un petit peu par rapport au temps prévu pour les questions. Maintenant, mon cher Luc, vous êtes déjà prêt à me remarquable en à peine une heure, cette espèce d'analyse de synthèse. Tout repose, ou une grande partie de ce qui vient de dire repose sur quelque chose qui est un peu perturbant pour nous tous, c'est-à-dire sur la maîtrise du temps et du temps long. Mettre en place dans une entreprise, dans une organisation, ces concepts que tu as brillamment exposés, suppose que cette entreprise a un minimum de stabilité, de vision du temps long. Or, n'y a-t-il pas une contradiction, tout au moins une interrogation, entre le court-termisme de l'entreprise, pour des raisons externes ou internes, et puis cet engagement sociétal que tu as brillamment exposé, qui demande pas mal de temps pour modifier un vision de la culture. Bien, je crois qu'effectivement, tu soulignes là le problème qui conduit souvent le DRH à baisser les bras, c'est que les problèmes à court terme, ce qu'on évoquait tout à l'heure, conduisent finalement à considérer que ces actions-là, elles ne sont pas prioritaires. Moi, il me semble cependant, lorsque j'observe les entreprises, qu'il y a des actions qui sont des actions qui, au fond, sont des actions à court terme, mais qui ont à la fois des vertus pédagogiques, que chaque fois qu'on a mené une action citoyenne et qu'on a mobilisé des salariés autour de cette action, chaque fois qu'on a mené une action environnementale et qu'on a mobilisé, il y a, dans la durée, une meilleure conscience de l'importance et des enjeux, une meilleure conscience
meilleure conscience du fait que ce sont les gestes de chacun qui permettent ou non, au fond, d'avoir une société cohérente, une cohésion sociale. Que la cohésion sociale, ça repose sur des gestes visibles. Et donc, que le DRH, en développant tout ça, il investit dans la durée, sans perturber trop. Ce sont des actions qui ne perturbent pas trop, pas du tout, ou qui améliorent le fonctionnement quotidien. Il n'y a pas, me semble-t-il, dans la mise en œuvre d'actions, de chantiers, à la fois sociétaux, sociaux, il n'y a pas, me semble-t-il, de risque de surcoût, de surcharger la barque financière. Il y a, au fond, si je puis dire, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Tous les investissements en matière sociétaux, environnementaux et plus largement les innovations sont des innovations qui ont un très fort et un très bon retour sur investissement. Vous savez, on est toujours surpris lorsqu'on le calcule, pardon. Pas forcément dans le domaine des achats, par exemple. Un achat responsable, on va pouvoir communiquer dessus. On va pouvoir contribuer. Alors là, il va falloir trouver moyen de valoriser le surcoût éventuel. Mais il y a, lorsqu'on discute avec des acheteurs qui ont intégré des critères verts, des critères éthiques ou autres, on s'aperçoit qu'ils arrivent à défendre fort bien devant leur direction leur politique. Mais souvent, je dirais, la part des achats responsables dans l'enveloppe d'achat, elle n'est pas très élevée encore. Elle est plutôt à vertu pédagogique. C'est comme lorsqu'on achète à des ESAT pour remplacer l'emploi de travailleurs handicapés que l'on n'a pas ou autre. On le fait avec plein d'amour et de bonne conscience, mais en même temps, bon, c'est pas... ce n'est que tout petit. Vous avez raison, aujourd'hui, les politiques d'achat responsables sont des politiques relativement réduites à un certain nombre de postes. Encore que, lorsque on choisit finalement de remplacer un fournisseur lointain, en Chine, par un fournisseur proche, pour des raisons d'environnement, de transport et de temps, on va mettre l'accent sur le fait que oui, c'est positif. Mais souvent, c'est parce que c'est plus rapide, et non pas simplement parce que c'est moins polluant qu'on le fait. Souvent, les arguments... bien sûr. Oui, pour rebondir un petit peu sur cette question, il y a un moyen de rentabiliser un petit peu ces choses-là et de populariser en même temps la RSE, c'est de faire partager ça à nos partenaires. À une époque où on a de moins en moins de grains à moudre, comme le dirait Bergeron,